C'est une journée comme toutes les autres pour Shinji Aoba. Il mate des animés, c'est tout ce qui lui reste. Plus de travail, plus de rêves. Aucun de ses romans n'a connu le succès, alors il les a brûlés. Et hors de question de sortir, on le surveille. Jusqu'à il y a quelques mois, on rentrait même chez lui. Depuis qu'il les a surpris et menacés au couteau, ça s'est calmé. C'est une journée comme toutes les autres pour Shinji Aoba. Et pourtant, elle va marquer à jamais l'histoire de l'animation. Car ce 18 novembre 2018, à la 9e minute du 5e épisode de Tsurune, en voyant 7 barquettes de viande à moins 20%, il va développer une obsession qui va l'amener à tuer 36 personnes. Ce récit vous paraît sans doute décousu, mais chaque détail a son importance. Roman brûlé, surveillance, Tsurune, ce sont les premières pièces d'un puzzle que nous avons rassemblé en menant notre enquête sur le plus grand massacre qu'ait connu le Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. L'incendie criminel de Kyoto Animation. Surnommé par ses fans KyoAni, c'est l'un des studios les plus influents du pays, acclamé par la critique pour ses séries et ses films, comme Violet Evergarden, K-On!, Miss Kobayashi ou A Silent Voice. Si vous êtes passionné d'animation, vous en avez forcément déjà entendu parler tant il est unique en son genre. Reconnu pour avoir développé son propre style sur lequel on reviendra plus tard, et ça, c'est quand même très rare. Dans les grandes lignes, l'écrasante majorité des studios ont recours à des freelances ou des sous-traitants, et en général, ce sont eux qui apportent leur patte perso aux œuvres. Shinichiro Watanabe, réalisateur de Cowboy Bebop, est passé par plusieurs sociétés au fil de sa carrière. Alors oui, les studios Gainax ou Ghibli ont des personnalités fortes qui insufflent leur vision à tous leurs studios, mais KyoAni est à un tout autre niveau. Ce ne sont pas juste quelques stars, mais tout un collectif soudé partageant une même culture. On pilote les projets en interne avec des salariés formés au métier sur place, bien traités, payés à l'heure plutôt qu'à la tâche, ce qui est inédit encore aujourd'hui. Voilà comment ils ont su apporter quelque chose de nouveau dans la Japanimation, célébré par des grands noms comme Makoto Shinkai, le réalisateur de Your Name. KyoAni a contribué à faire des animes une forme d'art pour les masses et a changé le comportement de toute une génération. Sans être de grands fans, lycéens comme adultes en regardent maintenant. Car oui, on imagine souvent que les enfants nippons sont biberonnés à l'animation et qu'une fois adultes, ils s'enjaillent sur Demon Slayer ou One Piece. En fait, c'est plutôt faux. Selon plusieurs études, 60 à 70% des japonais sont en contre-foot, un chiffre tiré vers le haut par les plus de 40 ans. L'explosion de la popularité des animés est un phénomène récent dont Aoba n'a pas profité. Dans les mois qui ont suivi le drame, journalistes et enquêteurs se sont intéressés à sa vie. Né en 78, il a vécu l'âge d'or du Shonen Jump, mais il ne l'a pas connu. À l'époque, les mangas ont très mauvaise réputation. La faute à une panique morale qui a déchaîné la presse, le tueur otaku. 4 victimes, 2 jeunes filles enlevées, agressées, tuées et pour certaines, mangées. Chez lui, on retrouve ça. La conclusion des spécialistes est donc formelle. Le danger d'avoir une génération entière de jeunes incapables de différencier un monde imaginaire de la réalité est aujourd'hui extrême. Mais de toute façon, Aoba n'a pas les moyens d'acheter des mangas. 2 ans plus tôt, sa mère divorce et le laisse, lui et ses 2 frères, sous la garde de son père, sans emploi. Incapable de payer le loyer, la famille déménage. Les enfants changent d'école et subissent du harcèlement. En rentrant, ce n'est guère mieux. Leur père les force à rester sans vêtements sur le balcon, les bat à coups de balai, les empêche de dormir. Heureusement, tout s'améliore au lycée. Son paternel retrouve du travail et lui décroche un boulot à temps partiel. Pour la première fois, Aoba peut se faire plaisir, s'acheter une guitare et s'initier à une nouvelle passion qui le suivra tout le restant de sa vie. Alors non, pas les animés, les jeux vidéo. Il rêve d'en faire son métier et en 99, il s'inscrit dans une école de musique. Tout aurait pu bien se passer, mais la vie est une chienne. Son père a un grave accident, finit handicapé et quelques mois plus tard, il en meurt. Sa mère vient les voir, mais ne lui accorde pas un mot. Aoba se sent abandonné. Il se renferme sur lui-même, quitte son école, enchaîne jeux vidéo et petits boulots. Jusqu'à ce qu'en 2006, il perde tout.
Plus d'emploi, électricité et gaz coupés, pris à la gorge, il décide de cambrioler une maison. Attrapé en flagrant délit, on le jette en prison pour 2 longues années. À son retour, la crise économique mondiale fait rage et il ne peut que vivoter dans un foyer de jeunes travailleurs. C'est là qu'il va lancer pour la première fois ce qui sera le point de départ de tout ce drame, The Perplexity of Haruhi Suzumiya. Aoba a été absolument bluffé. Réussir à parler avec humour de création de jeux vidéo dans un jeu vidéo tout en mélangeant divers genres populaires, c'est du génie. Et puis, il y a les personnages, tous attachants. Il a envie d'en découvrir plus sur la licence dont il est adapté. À commencer par l'animé dont il tombe instantanément amoureux. Ça lui parle au plus profond de lui-même et lui apporte un espoir dans sa vie misérable qu'il croyait définitivement perdue. Mais c'est vraiment la lecture des light novels qui va changer sa vie et le convaincre de devenir auteur. Mais pour écrire quoi? Il avait besoin de conseils. La solution? Un forum en ligne où se retrouvent les fans. Et là, le destin se met en marche à travers une rencontre inattendue, une jeune animatrice, ancienne idole, qui travaille chez Kyoto Animation. Ceux qui ont donné vie à Haruhi Suzumiya. Ils vont échanger, tomber follement amoureux et envisager de se marier. Pendant ce temps, Aoba donne tout pour créer une œuvre dont il serait fier, capable de redonner de l'espoir aux autres grâce à ce style si particulier qu'il cherche à reproduire, celui de KyoAni. Ça fait plusieurs fois qu'on parle du style de Kyoto Animation, il serait donc temps de l'expliquer. Donc autant le faire à travers l'œuvre qui a marqué Aoba, La mélancolie d'Haruhi Suzumiya. Un animé assez particulier, une histoire complexe, profonde, pleine de rebondissements et d'idées méta, racontée à travers des tranches de vie scolaires. Le cœur du récit, c'est la relation entre Kion, cynique et taciturne, et Haruhi, joyeuse en apparence, qui dissimule au fond d'elle une grande tristesse. Si elle se montre colérique, toxique même, c'est qu'elle peine à exprimer ses autres émotions, alors plutôt que des dialogues, l'animé joue avec son animation. À l'épisode 11, les héros mènent l'enquête sur un meurtre. Pris dans une tempête au bord d'une falaise, les deux tombent, Kion protège Haruhi de son corps et semble perdre conscience. Ce sourire manifeste tout son soulagement, toute la force de ce qu'elle ressent à ce moment sans même avoir besoin de nous l'expliquer. C'est ça le style de Kyoto Animation, une narration intelligente par l'image, une attention aux petits détails de la vie, et une beauté de chaque instant qui fait sa réputation et son identité. Que ce soit dans A Silent Voice ou dans A Sound of Euphonium, le studio traite de sujets difficiles comme le harcèlement scolaire, la dépression ou les traumatismes de guerre, mais toujours à travers les tragédies quotidiennes de héros réalistes qui se battent pour les surmonter. Le tout sans dialogue à rallonge, sans explication interminable, juste avec la beauté d'une animation et d'une composition à couper le souffle. Sauf que cette beauté, parfois, elle est illusoire. Les mains tremblantes, Aoba déplie son courrier. 13 000 € de loyer impayé. Bientôt 3 ans d'arriéré. Il est dans le pétrin jusqu'au cou. Et tout ça, c'est la faute de cette animatrice. Elle l'avait fait rêver alors qu'elle lui mentait sur toute la ligne. Il n'y avait aucun amour, juste de la manipulation pour lui voler ses idées et son argent. Maintenant qu'elle avait plus besoin de lui, elle l'avait jeté. Pire, son PC avait été piraté pour en extraire de fausses preuves et montrer à son forum qu'il s'animait le Kyoto sur des photos d'elle. Elle lui a même glissé un message caché dans Hyuka, le dernier né du studio. Une phrase qu'il est le seul à avoir compris pour le pousser à révéler son identité. Pourquoi tu ne montrerais pas ton visage? Il est à bout, son emploi perdu, ses romans sans intérêt, sa famille inutile. Et s'il s'occupait d'eux? Un bidon d'essence, une allumette, tout serait fini. Sinon, un massacre à l'aveugle pour se venger de ce monde qu'il avait maltraité tant d'années. Inspiré d'un tueur d'Akihabara qui avait poignardé 12 personnes, agité, il fracasse son mur au marteau, puis ses vitres, avant d'enfin se décider. Il lui faut de l'argent pour réussir. Il attrape un couteau, descend à la supérette et la braque. Il ressort les poches pleines. Mais il le sait, la police le surveille. On va pas tarder à le retrouver, surtout avec ce qui est arrivé aux adeptes d'une secte, tous arrêtés ces dernières semaines. C'est bien la preuve qu'il est le suivant. Alors, à quoi bon? Aoba se rend de lui-même au commissariat. Il sera condamné à 3 ans et 6 mois de prison. Chaotique, n'est-ce pas? Beaucoup de détails sont étranges, cette histoire de secte par exemple. Mais ne vous inquiétez pas, tout trouvera une explication lorsque nous aurons obtenu les dernières pièces du puzzle.
Aoba est resté en prison jusqu'en 2016, et ce temps lui fut bénéfique. Son esprit s'éclaircit, il reprend l'écriture avec cette fois un objectif plus grand, le concours Kyoto Animation. Car oui, c'est également une maison d'édition. Le studio conserve ainsi un contrôle total sur la chaîne de production. On l'a expliqué dans cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Cette volonté d'indépendance a toujours été au cœur des inspirations de Kyoto Animation, et ce depuis sa création dans les années 80 par Yoko Hata, jeune animatrice ayant fait ses armes dans le studio du dieu des mangas. Quand elle quitte Tokyo pour suivre son mari, elle est contrainte d'abandonner son poste, mais pas sa passion. Elle rassemble donc 3 mères au foyer, les forme au métier et répond aux commandes de grosses sociétés. Yoko finit par nommer son mari président et lui confie le volet commercial et financier de la boîte. Elle conservera le lead artistique. L'équipe va donc grandir petit à petit et sera toujours très féminine, y compris au poste de direction, ce qui est assez rare pour être noté. Encore en 2017, sur les 160 employés que comptait le studio, 70 à 80% étaient des femmes. Et après quelques années, KyoAni publie sa première œuvre originale qui est perdue. Tu as sans doute pensé à Full Metal Panic, une comédie qui alterne combat de mecha et tranche de vie scolaire dans un style qui a marqué Kyoto Animation. Mais non, ce n'est pas celui qui est cité sur tous les sites. 12 ans avant, ils ont commencé avec C'est quoi le bonheur, un OAV commandé par une secte qui existe toujours. En 2020, ils ont vendu des vaccins spirituels contre le Covid-19, nécessaires selon eux pour se protéger d'un complot des Chinois athées qui veulent conquérir le Japon. Ouais, c'est particulier. C'était une production purement alimentaire pour Kyoto Animation. Une occasion de montrer leurs compétences, on retrouve d'ailleurs déjà la narration basée sur la tranche de vie, le lien à l'autre, la contemplation des petits détails. Et ça va asseoir leur réputation, et dans les années qui suivent, on va les retrouver au générique de Porco Rosso, du Tombeau des Lucioles, de Macross, Lamu ou encore Evangelion. Puis finalement, début 2000, ils prennent leur envol et enchaînent les cartons. Kanon, Clannad, puis Haruhi Suzumiya. On y est, KyoAni est enfin une pierre angulaire de l'animation japonaise, applaudi comme un studio exemplaire qui cherche sans cesse de nouveaux talents. Talents qu'ils trouvent grâce à leur concours, dont celui pour les light novels. 3500 € de gains à la clé et une chance d'être adapté en animé. Et parmi les gagnants, on retrouve plein de noms connus, comme par exemple Free, Love, Tsurune ou encore Violet Evergarden. Et ça, c'est un rêve à atteindre pour beaucoup d'aspirants auteurs, dont Aoba. Sortant de prison, il est impatient d'y participer, surtout qu'en 2016, la popularité du studio est plus élevée que jamais. Porté par le succès du film A Silent Voice, réalisé par une femme, il parle de handicap, de harcèlement scolaire et des envies morbides chez les adolescents. 33 millions au box-office mondial. À l'édition 2017, Aoba va donc soumettre 2 œuvres. C'est un échec. Il les publie en ligne, mais le compteur reste figé à 0. Quelqu'un lui veut du mal. Depuis sa sortie de prison, il est suivi. On envoie même des gens chez lui pour le surveiller. Sa colère monte et le conduit en mai 2018 à tendre une embuscade au couteau à l'un de ses hommes. Tu es tenace, arrête de me suivre, d'accord? Si tu n'arrêtes pas, je te tue. Impossible d'identifier le commanditaire jusqu'à ce qu'il découvre ça. Cette scène, Aoba en est convaincue, elle vient de ses romans soumis au concours de Kyoto Animation. Mais comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là? Se pourrait-il que lui ait volé son idée? Un affreux pressentiment s'empare de lui. Et si c'était pas la première fois? Les mains tremblantes, il ressort ses DVD. Dans Kaon et Free, 2 autres plagiats. Celui qui lui veut du mal vient donc de chez KyoAni. L'animatrice? Non, elle a pas assez de pouvoir. Le numéro 2, un homme de l'ombre que personne ne connaît. Et ses méthodes honteuses, ce plagiat, c'est un plan pour détruire son studio préféré de l'intérieur. Il doit les en avertir. Mais comment? Il est sous surveillance. Alors, à lui d'être plus malin. Il se débarrasse de son téléphone et installe sur son ordinateur Tor, un navigateur intraçable. Puis inonde KyoAni de messages. Il y dénonce le plagiat et les menace d'un carnage, espérant ainsi que l'homme de l'ombre partira de lui-même. Je vais pénétrer dans votre studio avec une bombe, faire du sans discrimination. Je suis déjà allé en prison en 2012, ça ne me fait pas peur d'y retourner. Cette année-là, c'est plus de 200 menaces de mort qui sont envoyées à Kyoto Animation. Son président les prend au sérieux, il renforce la sécurité, mais ne les comprend pas. Ces calomnies de plagiat et de maltraitance, elles sont ridicules. Le couple a toujours fait de son mieux pour créer une véritable utopie, presque une grande famille. L'ambiance y est bien plus joyeuse que dans les autres studios, comme l'a rapporté un journaliste français. J'ai ressenti une vraie camaraderie au sein du studio. La hiérarchie était beaucoup moins marquée que dans la plupart des entreprises japonaises. Chacun pouvait
donner un coup de main ou demander un conseil. Dans un article du Hollywood Reporter, on lit l'histoire d'une femme embauchée dans les années 80 dont la fille a rejoint à son tour le studio en 2014. On est à 1000 lieues de Mappa ou Toei, qui sont souvent qualifiés par les animateurs de Black Company. Des sociétés ne respectant souvent pas le droit du travail japonais, contraignant leurs employés à des journées de 10 heures sans repos ni week-end. A l'opposé, Kyoto Animation fait tout pour offrir le meilleur confort. Il suffit de voir le studio 1, 700 m² de bureaux, couverts de boiseries luxueuses séparées par des portes en papier rappelant les maisons traditionnelles. Au centre, autour d'un escalier en colimaçon, un open space gigantesque. Rempli de tapis, interdiction d'y pénétrer chaussée, tous les salariés sont invités à laisser leurs chaussures à l'entrée. C'est dans ce studio que se rassemblent jeunes pousses et vétérans. 70 employés qui font la fierté du Japon. Si bien qu'on les a même choisis pour représenter les Jeux paralympiques. Le 18 juillet 2019 à 11h, une grande chaîne de télé nationale doit venir les filmer pour préparer les célébrations. Pour faciliter les déplacements des journalistes, la sécurité est relâchée. Pourtant, ce reportage ne sera jamais fait, car ce matin-là, ce paradis de l'animation, vivier de talent brut, s'apprête à devenir un enfer. Dans une banlieue pavillonnaire de Tokyo, Matsumoto mate un stream gaming, interrompu par des bruits au-dessus de lui. Un meuble qu'on déplace, rien de gênant, sauf qu'après quelques minutes, c'est un autre bruit qui vient le déranger. Son estomac se noue. Ça vient de son voisin de gauche. Il ne connaît que trop bien ce type-là. Un sale type, mal rasé, puant et impoli. Toujours à mettre à fond ses musiques insipides de visual novel, mais qui râle au moindre bruit des autres. Ça s'est arrêté. Matsumoto souffle. La boule au ventre, il se lève, ouvre la porte et se fait arracher de son appartement, saisi violemment par le col. T'es trop bruyant, tais-toi ou je vais te tuer. C'est pas moi qui fais du bruit, ça vient d'au-dessus. On s'en fout, t'es ennuyeux, je vais te tuer, j'ai rien à perdre. Sa dernière heure est arrivée. Les mains de l'homme s'approchent de son cou. C'est fini. On peut pas se permettre plus ici. La pression se relâche. Le voisin s'écarte, puis repart. Matsumoto attend de longues heures en silence. Il court alors jusqu'au commissariat, supplie les policiers de le protéger. Quand il revient avec eux, à l'intérieur de l'appartement d'à côté, un taudis sale aux murs perforés de coups de poing, il n'y a plus personne. Ce voisin qui pourrissait sa vie depuis des années a disparu. Et la prochaine fois qu'il le reverra, ce sera 4 jours plus tard, aux infos. Son nom, Shinji Aoba. Ça fait plusieurs mois qu'il enchaîne les messages d'alerte, sans aucun résultat. Au début, il pensait que ses communications étaient bloquées, et avait donc hésité, pour s'assurer d'être entendu, à commettre un massacre. Il avait acheté 6 lames de 20 cm, s'était rendu à la gare pour n'y trouver presque personne. Avec aussi peu de victimes, ça n'allait pas faire les gros titres, il avait abandonné. Mais depuis, il a eu le temps de réfléchir. Et désormais, il en est convaincu. Si personne ne l'écoute, c'est parce que l'homme de l'ombre a déjà gagné et pris le contrôle du studio. Si ma vie a aussi mal tourné, c'est la faute de Kyoto Animation. Les employés sont solidaires de cet homme et donc coupables. Sa décision est prise. Cette société qu'il aime de tout son cœur, il va la débarrasser de l'organisation de l'ombre qui l'a corrompue en les tuant tous. Ce bruit a été l'ultime déclencheur. Après avoir menacé son voisin, Aoba retire de l'argent, attrape un sac rempli de couteaux, puis prend un train direction Kyoto. Mais ça, c'était le matin du 15 juillet. Alors qu'a-t-il fait pendant 3 jours? Grâce aux caméras de surveillance, la police a pu retrouver sa trace. Dépourvu de téléphone, il a peiné à localiser sa cible et se serait donc appuyé sur les animés. Surtout Soundophonium qui reproduit une bonne partie du quartier à l'écran. Se fiant à ses souvenirs, Aoba aurait ainsi retrouvé le studio 2, fouiné tout autour, mais ne l'a pas choisi. Le 16, il s'est rendu dans un cybercafé pour obtenir l'adresse du studio 1, puis a repéré les lieux, les vitres à briser pour y pénétrer par effraction. Nouvelle nuit de sommeil avant de parcourir 6 km pour dégoter un magazine de bricolage. Chariot, seau, bidon, marteau, 40 litres d'essence à une station-service. Sans le moindre centime en poche, il s'endort dans un parc à 500 mètres de sa cible. Le matin du 18, lorsqu'il se réveille, Aoba est prêt. Mais un affreux doute s'empare de lui. Ne serait-il pas à 2 doigts de commettre une énorme erreur? Il pèse le pour, le contre, avant de conclure. Si je ne fais rien, ils m'exécuteront de toute façon.
Je n'ai pas le choix. Dans une petite ruelle derrière le studio 1, à l'abri des regards, il verse 10 litres d'essence dans ses seaux, puis s'approche de l'entrée principale. Aucune sécurité à l'horizon. Il pénètre dans le hall, déverse l'essence et sa haine. Escroquerie, plagiat, mourir! Une jeune femme fonce vers lui pour l'arrêter. Il lui jette le fond de son seau, puis allume son briquet. Ce 18 juillet 2018, l'équipe vient de finir son prochain film, Violet Evergarden, Éternité et la poupée de souvenirs automatique. Dernier né d'une série produite pour Netflix, suivant le quotidien d'une jeune femme, élevée comme une enfant soldat, désormais handicapée, ayant perdu ses proches, et elle doit s'habituer à la vie civile, ainsi que comprendre les sentiments des autres, comme notamment l'amour. C'est très bien écrit et réalisé, couvert de récompenses à l'international, rappelant une nouvelle fois l'excellence narrative et visuelle du studio. Et comme l'avait rappelé quelques semaines plus tôt Yoshiji Kigami, l'un des vétérans ayant fait ses armes sur Akira et le tombeau des Lucioles, nous devons nous soutenir les uns les autres pour créer les meilleurs animés possibles. Ce jour-là, Kigami est présent dans l'open space, et comme tous les autres, il prépare l'arrivée de l'équipe de télévision. Mais cette ambiance festive va être interrompue par des cris au rez-de-chaussée, puis par une femme qui émerge de l'escalier central. Au feu! Comme pour confirmer ses propos, une explosion retentit, soufflant les vitres au rez-de-chaussée. Kigami bondit, court vers les escaliers de secours. Tout autour de lui, des hurlements de panique et une épaisse fumée noire qui lui brûle la gorge. Plus il avance, plus ça devient difficile. Et à quelques marches de la porte, il suffoque, s'effondre, avant de sombrer dans un profond sommeil dont il ne se réveillera jamais. Selon plusieurs experts, il n'a fallu que 30 secondes aux flammes pour atteindre le premier étage, et 30 secondes de plus pour le deuxième, le tout précédé par une fumée à 90 degrés hautement toxique. Comment expliquer cette combustion si rapide? D'après les spécialistes, l'immeuble était pourtant aux normes. Oui, mais un studio d'animation est rempli de matériaux inflammables. Le storyboard d'un épisode, c'est en moyenne 200 pages. Et puis, boiserie, porte en papier, escalier central qui conduit la fumée comme une cheminée, c'était un piège mortel, prêt à s'embraser. Quand les pompiers arrivent, après seulement 5 minutes, c'est déjà trop tard. Le bâtiment s'est transformé en une gigantesque fournaise. 111 véhicules et 398 personnes sont mobilisées pour éteindre l'incendie et surtout aider les survivants. Car certains ont trouvé une échappatoire, un grand balcon où 25 employés se sont réfugiés. D'autres ont eu de la chance, enfermés dans les toilettes ou alors dans une salle de réunion, miraculeusement épargnés par les flammes et les fumées. 4 aussi se sont enfuis grâce à un jeune ouvrier qui a bravé le brasier pour poser une échelle. Enfin, quelques-uns sortent par les fenêtres brisées du rez-de-chaussée, le vêtement en flammes et sans chaussures aux pieds. Ils vont se blesser encore davantage sur les éclats de verre éparpillés dans la rue. Un dernier saute et s'en tire avec de multiples fractures. Les pompiers les rassemblent tous dans une ruelle pour évaluer leur état. Une ruelle où vers 11h arrive monsieur Hata, le président de Kyoto Animation, qui revenait d'une réunion au Studio 5. Ça a été la pire journée de sa vie. Dès qu'il a vu l'épaisse colonne de fumée noire au loin, il a senti que ça allait être terrible. Resté sur place jusqu'à 18h pour réconforter les familles, il n'a pas pu rentrer chez lui, son domicile étant encerclé de journalistes. Il a finalement terminé sa nuit sur un parking vide, ironiquement proche du parc où Aoba avait passé la sienne juste la veille. Le bilan est lourd, 33 personnes ont péri dans les flammes, 3 autres succombent de leurs blessures dans les mois qui suivent. Et parmi la trentaine de survivants, beaucoup souffrent de graves brûlures, à commencer par le tueur. Lorsqu'Aoba allume son briquet, il commet une grave erreur. Son pantalon est imbibé d'essence, sa jambe a aussitôt pris feu. C'est la panique. Devenu une torche humaine, il court au hasard dans la rue jusqu'à ce qu'une femme l'arrose. Hébété, brûlé, couvert de sang, il clopine sans savoir où aller. Il a déjà parcouru 100 mètres, la fuite est toujours possible. 2 employés de Kyoani ayant réussi à s'enfuir avant qu'il allume le feu, le rattrapent et le plaquent au sol. Derrière eux, la police arrive en courant. C'est vraiment toi qui as allumé cet incendie? Ce sont des voyous. Ils ont plagié mon travail. Laissez-moi parler au président de Kyoto Animation. Je dois révéler la vérité. Ce sont les derniers mots qui sortiront de sa bouche ce jour-là. Sa gorge est bien trop endommagée, son corps brûlé au 3e degré. Selon son médecin, ses chances de survie sont de 2,5%. Ça aurait été plus simple de lâcher l'affaire, mais le chirurgien va tout donner pour l'aider, allant jusqu'à inventer une technique révolutionnaire. J'étais accablé à l'idée que si je le laissais mourir, je décevrais les victimes et leurs familles. Mais tous ces efforts seront-ils suffisants ?
Dans les jours qui suivent le drame, les rues de Kyoto se remplissent de fans venus rendre un dernier hommage aux disparus. À la gare locale, une association propose de plier des grues en origami en souvenir. Ils en espéraient 1000, en 3 semaines, ils en récoltent 50 000. Ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement se rassemblent sur Twitter pour exprimer leur soutien. Parmi eux, des personnalités publiques comme des comédiens de doublage, des patrons de grosses boîtes et même des hommes politiques. L'aide est également matérielle. Préfectures, entreprises, particuliers, des millions d'euros de dons affluent depuis tout le pays. 30 millions d'euros en 10 mois, mais aussi de l'étranger avec 5 millions levés par le distributeur américain de Kyoto Animation. Mais malgré toute cette solidarité, les conséquences sont terribles. La moitié des employés du studio 1 ont disparu dans les flammes. Parmi les victimes, on retrouve des vétérans avec des dizaines d'années d'expérience. La chef animatrice de A Silent Voice, la directrice artistique de Violet Evergarden, le réalisateur de plusieurs séries phares de studio, leur animateur star présent depuis Full Metal Panic, et encore beaucoup d'autres. Notamment beaucoup de jeunes talents. En majorité des filles du quartier, décrites par les gens comme étant polies et sérieuses, comme Yuki Omura, jeune diplômée qui venait tout juste d'être recrutée, et c'était son rêve de travailler chez Kyoto Animation. Quant à ceux qui s'en sortent, malheureusement, le traumatisme est lourd. Le plus difficile, c'est que nous n'avons pas pu assister à tous les enterrements. Nous avons dû choisir. En fin septembre, une grande cérémonie les rassemblera tous, survivants et familles, forme un total de 250 personnes. Ces personnes portaient l'industrie de l'animation japonaise sur leurs épaules. Des joyaux ont été perdus. Ça me brise le cœur. Un autre hommage, dans le film Violet Evergarden qui a été achevé le matin même du drame, le générique a été modifié pour inclure tous les noms avant de le diffuser en avant-première en Allemagne. Mais nous, on l'a découvert bien plus tard car il a été reporté à plusieurs reprises, comme d'autres projets du studio, y compris le fameux concours de romans. D'autres furent simplement annulés, dont leur participation aux Jeux paralympiques, et le Covid n'a pas aidé, entraînant la fermeture de leur boutique physique. Et tout ça aggrave une situation financière déjà bien difficile, 38 millions de dégâts matériels, encore plus pour dédommager les victimes et reconstruire le bâtiment. On envisage un temps de le transformer en parc commémoratif, mais les habitants refusent, souhaitant garder un quartier calme, et on les comprend. La seule bonne nouvelle, dans les décombres, on retrouve un serveur intact. Des milliers d'heures de travail, en partie accomplies par les disparus, sont exposées pendant quelques mois dans un musée. Tout cela aurait pu signer la fin de Kyoto Animation, mais beaucoup à l'époque en étaient convaincus. Mais les survivants ne peuvent s'y résoudre. Si une poignée démissionne, préférant changer de métier, à minima de studio, beaucoup vont s'accrocher. Notamment la car designeuse de Violet Evergarden, qui a ainsi expliqué: Quand je suis chez moi, je sombre dans un état de vide. En travaillant, je me sens plus proche de mes collègues disparus. Et surtout, un 109 va arriver, 82 personnes candidates pour rejoindre le studio, remontant les effectifs au niveau d'avant le drame. La vie commence alors à reprendre son cours. Alors oui, le studio souffre, comme beaucoup de créateurs, de ses traditionnels fans qui trouvent que c'était mieux avant. Il suffit d'aller sur Reddit ou Quora pour trouver des tonnes de ces boomers mentaux, ou même dans les commentaires YouTube, ça marche aussi. Mais du reste, ça se passe plutôt bien, notamment un award pour la place qu'ils accordent aux femmes dans l'industrie. Il y a aussi de nouvelles saisons pour leurs animés phares, et un nouveau projet toujours dans le style si cher au studio. Comme par exemple 20th Century Electric Catalog, adapté d'un light novel, vainqueur du concours de 2017, celui-là même qui a fait vriller Aoba. Kyoto Animation semble avoir tourné la page, mais le studio n'est pas le seul à avoir été traumatisé. Ça, c'est Look Back, un one-shot du papa de Gensoman. Il suit la vie d'une jeune fille qui rêve d'être artiste et à la fin, attention on va spoiler, c'est bon, un homme l'attaque à la pioche en l'accusant de plagiat. Décrit comme un requiem poétique par le papa de Black Lagoon, ce récit incarne les craintes qui agitent animateurs, réalisateurs et mangaka. Dans de nombreux studios, le personnel n'arrive plus à se concentrer et il faut dire que la presse est excessivement anxiogène, relayant de multiples arrestations d'imitateurs. Une femme qui a menacé de mort 8 studios, un homme qui a envoyé à un autre studio 3852 fois « Je vais vous tuer », un homme a été stoppé avant de reproduire un incendie dans un bar à idol, un autre qui réussit heureusement sans faire de victime, et plusieurs qui affirment vouloir brûler Square Enix pour avoir annulé un tournoi sur arcade. Et puis il y a les autres qui déversent leur haine sur des services publics ou des entreprises du quotidien. Je vais incendier votre centre des impôts comme KyoAni. Votre agence d'intérim pourrait devenir la version Hokkaido de KyoAni. Pour réduire les risques, le gouvernement va restreindre l'achat d'essence en bidon, rendant obligatoire la présentation d'une carte d'identité et une vérification de l'usage prévu. Au-delà de ça, c'est toute la société japonaise qui s'intéresse à l'affaire. De nombreux débats agitent la presse. Rumeurs, théories, accusations, il est temps de démêler le vrai du faux. Assembler toutes les pièces de ce grand puzzle pour lever les derniers doutes lors du procès de l'incendie de Kyoto Animation. Monsieur Shinji Aoba, vous êtes accusé de port d'armes blanches, intrusion dans un bâtiment, incendie criminel, tentative de meurtre
Qu'avez-vous à répondre à cela? Défiguré, handicapé, Aoba n'est plus que l'ombre de lui-même. 8 mois entre la vie et la mort à l'hôpital avant d'être transféré en urgence dans une prison réaménagée pour l'occasion. La police s'inquiétant pour sa sécurité car des fans en colère pourraient le lyncher. Chacun de ses déplacements est lourdement encadré, souvent dans un brancard attaché. Devant le juge ce jour-là, personne ne doute de sa culpabilité, d'autant plus qu'il a reconnu les faits. Je pensais pouvoir tuer beaucoup de gens en utilisant de l'essence. La vraie question, c'est pourquoi et comment. Des fake news ont circulé dans la presse. On dit que la chaîne de télévision venue visiter KyoAni était de mèche avec Aoba et l'avait aidé à commettre son crime. Totalement faux. Surtout, ce qui revient le plus, c'est la plus grande inquiétude de la population, celle d'un scénario proche du tueur otaku, s'appuyant sur une pratique qu'ils viennent de découvrir, les pèlerins. Des fans qui se rendent sur des lieux emblématiques des animés dans la vraie vie. Plusieurs médias suspectent Aoba d'être l'un d'eux et qui aurait vrillé sur place par jalousie. Sauf qu'on l'a vu, Aoba n'était pas réellement un fan d'animé. À part des œuvres de Kyoto Animation, il n'en regardait pas tant que ça. Ce procès s'annonce très long. 32 auditions, des dizaines et des dizaines d'heures pour remonter la vie du coupable. Son enfance difficile, ses relations brisées avec sa famille, la maltraitance qu'il a subie, ce qui n'excuse bien sûr rien. Aoba a souhaité se venger à cause d'une rancune mal placée. La douleur physique, la peur, le désespoir des victimes, les séquelles, les remords des blessés, le sentiment de désespoir et de perte de famille endeuillée, tout ça, nous ne pouvons l'excuser. Sauf que la défense ne s'appuie pas sur sa vie difficile, mais sur deux autres arguments. Et le premier, c'est celui que martèle sans cesse l'accusé, le plagiat. Je dois subir la punition que je dois subir, mais tout ce que KyoAni m'a fait est incontestable. Aoba n'en dément pas, il le sait, il n'a aucun doute sur ce qui s'est passé, sur les actes malveillants de l'homme de l'ombre contre lequel il lutte. Ce qu'il a fait était nécessaire, et il n'a aucun regret. Face à ces mots, les familles des victimes sont profondément choquées. L'un d'eux ose alors l'interroger. Monsieur Aoba, connaissiez-vous ma femme? Était-elle votre cible? Non, sa cible, c'était personne en particulier en fait. Il visait l'ensemble de Kyoto Animation. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je ne pensais pas qu'autant de gens allaient mourir. Avec le recul, je me dis que je suis allé trop loin. Pour cause, il était convaincu qu'il n'y aurait que 8 morts, précisément 8, le nombre de victimes d'un incendie criminel survenu 20 ans plus tôt. Normal, il avait utilisé la même méthode. Et quand on l'interroge dessus, il répète en boucle la même phrase. Vous savez déjà tout. Après tout, ça fait des années que la sécurité publique le surveille. La police était même arrivée sur les lieux de l'incendie avant les pompiers. Pas suspect du tout. À moins que... C'est la question qui va réellement occuper le tribunal, la vraie ligne de défense des avocats. Aoba est-il réellement responsable? Est-il sain d'esprit? C'est la dernière pièce de notre puzzle, celle qui explique toutes les incohérences de cette histoire, toutes les bizarreries qui ont dû vous interroger jusqu'ici. Sa romance malheureuse, une inconnue sans rapport avec KyoAni qui ne lui parlait même pas directement. Le piratage de son ordinateur, jamais arrivé. La surveillance, inexistante. Des gens qui s'infiltrent chez lui, des infirmiers. Pour cause, lors de son dernier passage en prison, on a constaté des délires hallucinatoires, visuels. Aoba affirmant être poursuivi par des ombres et auditifs, mais aussi des insomnies, une paranoïa aggravée, des comportements violents envers les autres et soi-même. Et ce n'est pas récent. Vous vous souvenez de la première arrestation en 2006, le cambriolage? Eh bien, la police l'a retrouvé avec une culotte dans la bouche. Le diagnostic tombe, schizophrénie. À sa sortie, on lui remet un certificat d'invalidité associé à un suivi à l'hôpital et à son domicile. Sauf qu'il a fini par l'abandonner après avoir agressé ses soignants, voyant tout ceci comme un complot. Comme l'affirme la défense, Aoba a vécu dans un monde délirant pendant plus de 10 ans jusqu'à l'incident et il pensait et percevait des choses basées sur des délires. Il pensait qu'une figure sombre et Kyoto Animation travaillaient ensemble pour le harceler. Il a provoqué l'incident lui-même en guise de contre-mesure. Et cette ligne de défense, qui vous semble sans doute cohérente, le juge ne va pas la retenir. S'appuyant sur l'expertise commanditée par l'accusation, il estime que Aoba est en capacité de distinguer le bien et le mal. Après tout, le matin de l'accident, il y a réfléchi une dernière fois avant d'y aller. Certes, ses délires et sa paranoïa l'ont influencé, mais sa motivation reste avant tout la vengeance. Ça vous paraît sans doute dingue quand on vous dit ça, mais il faut comprendre que dans l'opinion publique japonaise, les maladies psychiques sont assez mal vues. Même les associations de défense vont le lâcher et l'enfoncer. Mettre ouvertement l'accent sur sa maladie comme si elle était la cause de ses actes est dangereux. Cela conduirait à une compréhension erronée des causes de la criminalité, renforçant les préjugés injustifiés à l'encontre des personnes handicapées mentales. La fin de leur communiqué appelle même à une condamnation exemplaire. Les talents perdus ne seront pas ramenés, le crime est énorme.
En janvier 2024, la cour se réunit une dernière fois. Ce jour-là, à 15h15, alors que pas loin de 400 fans de Kyoto Animation attendent devant les lourdes portes du tribunal, le juge se lève et rend son verdict. Le studio s'est transformé en enfer, et les victimes y sont mortes de la manière la plus terrible qui soit. La cruauté et l'injustice de ce drame sont indicibles. Il n'existe pas de circonstances permettant d'écarter la peine capitale. Shinji Aoba est condamné à mort. Une décision saluée par l'opinion publique, puisqu'au Japon, plus de 80% de la population plébiscite la peine de mort. Et cela se durcit d'année en année. Si 20% des Japonais étaient abolitionnistes il y a 50 ans, seulement 9% le sont en 2018. La raison principale, les sentiments des victimes et de leurs familles doivent être respectés, et c'est bien ça qui a pesé le plus lourd dans la balance. Convaincu qu'il lutte pour le bien, Aoba ne présente pas ses excuses, bien au contraire. J'ai bossé 10 ans durant, on m'a mis au chômage, jeté en prison, et quand j'ai écrit une histoire, on me l'a volée. Comparé à KyoAni, qui s'élevait vers les cieux, mon avenir à moi était tellement sombre. Il devait payer. Cette obstination a profondément blessé les familles et les a conduits à se montrer encore plus durs. J'avais un léger espoir qu'il réfléchisse et présente ses excuses. Mes attentes ont été déçues. J'espère que la peine la plus lourde sera imposée. L'autre raison, c'est l'incapacité des criminels à se réinsérer dans la société, ce qui est d'autant plus vrai pour Aoba, vu son état de santé. Et ça, plusieurs personnes l'ont rappelé durant le procès, sans que ça ne choque personne. Au Japon en tout cas, parce que à l'international, des voix se sont élevées, et notamment celle de Amnesty. Ça fait des années qu'ils se battent pour que le pays respecte l'interdiction d'exécuter des personnes atteintes de troubles mentaux. Ils sont pourtant plusieurs dans le pays à avoir été tués ou à passer des années à attendre leur peine, comme Morio Ori. Lui avait massacré des innocents qu'il imaginait être des cyborgs maléfiques. Lors du procès, il a choqué les familles en parlant des victimes comme des robots, et ça lui a valu sa condamnation à mort. Ça fait bientôt 30 ans. Ce n'est pas un cas isolé. Une étude menée en 2018 révèle que les diagnostics des psychologues sont parfois écartés par les juges. Alors, justice psychophobe, c'est plus compliqué que ça. En 2016, sur 816 arrestations pour homicide, 121 sont diagnostiquées ou alors suspectés de maladie ou d'handicap mental. 96 verront leur peine atténuée, dont 69 hospitalisés. En réalité, ce qui détermine le jugement, c'est surtout la gravité. S'il y a 3 victimes ou plus, alors dans 80% des cas, le juge prononcera une condamnation à mort. D'autant plus depuis une quinzaine d'années. La justice japonaise s'étant, selon cette étude, radicalisée, prenant moins en compte les circonstances atténuantes que dans les années 80. Pourquoi ? Eh ben c'est simple, ils ont peur. Revenons à Aoba, la plus grande tuerie commise au Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. Préméditée, cruelle, on doit le condamner à la plus lourde peine. Si elle est différente, il y a un risque que la dissuasion contre le crime s'affaiblisse et que des cas similaires se multiplient. C'est ça qui effraie les autorités, qu'une justice moins sévère encourage les délinquants à agir. Aux yeux du peuple japonais, quelles qu'en soient les causes, Aoba devait le payer de sa vie. Et c'est ici que je sors de mon rôle. En France, la peine de mort n'existe plus, et ça doit rester comme ça. Certains voudraient la réinstaurer, mais cela ne doit jamais y arriver. Les études le montrent, elle n'est pas dissuasive, elle meurtrit la société et n'apporte aucun soulagement pour les victimes. Surtout, la vie est trop complexe pour appliquer une peine irréversible. Même dans un cas d'apparence aussi manichéen que celui de Aoba, l'histoire nous montre qu'il n'existe pas de vérité absolue. Lui qui avait souffert d'une vie brisée, encaissé au fil des années déception après déception, jusqu'à ce que la solitude et l'échec fassent ressortir le pire de lui-même. Lui que la société avait échoué à prendre en charge, lui qui par sa seule volonté avait condamné à mort 36 innocents. Pour la société japonaise, il devait mourir. Le 6 décembre, lors de son ultime audition, il a reconnu et a exprimé pour la première fois des regrets. Je me sens terriblement désolé. Je pense que je dois payer pour mon crime.